Bonjour à tous pour le Zoom. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean-Marie Gomas. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous présentez cet ouvrage, Fin de vie. Peut-on choisir sa mort? C'est aux éditions Artege. Il y a un sous-titre, l'euthanasie n'est pas la solution. Alors pour commencer, docteur, est-ce que vous pourriez déjà faire un point sur la loi actuelle qui porte sur la fin de vie? Ah, c'est une excellente question parce que c'est pour ça qu'on a fait le livre. On s'est aperçu que la loi actuelle sur la fin de vie était méconnue, voire pas connue du tout, par beaucoup de gens, nous les usagers du système de santé, et par les professionnels de santé. Beaucoup ne comprennent pas très bien l'architecture. Alors, la loi actuellement est assez claire, c'est-à-dire que l'interdiction de l'acharnement thérapeutique est formelle, et vous voyez bien que tous les jours dans les hôpitaux et à domicile ou dans les EHPAD, il y a beaucoup de persévération thérapeutique, d'acharnement thérapeutique. Deuxièmement, calmer la douleur et s'occuper de la souffrance du sujet est prévu par la loi. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous racontent des histoires qui se passent mal, ont eu des gens dans leur famille qui sont morts dans des conditions difficiles, voire scandaleuses, mais c'est illégal. La loi est très bien faite de ce point de vue-là. On s'occupe de la douleur, de la souffrance, des symptômes, on respecte le malade jusqu'au bout et on ne fait pas d'acharnement thérapeutique parce que c'est inutile et ça peut être néfaste. Voilà, l'encadrement législatif, il est très clair. Si et on a écrit ce livre la loi est bonne, ah oui. Mais est-ce qu'on la respecte? Alors, la loi est bonne, mais pas assez connue et pas assez respectée. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, sont pour l'euthanasie ou pour le suicide assisté, qui sont deux choses complètement différentes, parce que la fin de vie se passe souvent, trop souvent, mal en France. Mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que les soins sont mal faits qu'on va raccourcir la vie des gens. Occupons-nous d'améliorer les soins palliatifs et respectons le malade jusqu'au bout. Alors justement, vous avez déjà prononcé quelques termes. Est-ce que vous voulez bien revenir sur les points principaux, à savoir l'aide médicale à mourir, la sédation, l'euthanasie et le suicide assisté, qui parfois se confondent ou se mélangent? Tout à fait. Alors, l'aide médicale à mourir est une expression qui ne veut rien dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, justement. Alors, il faut d'abord rappeler à nos auditeurs que la finitude fait partie de l'humain. Et on est dans une société contemporaine là, qui parfois donne l'impression de ne plus supporter la finitude. Zéro risque, 100% assurance, zéro souffrance, zéro douleur, et je maîtrise parce que j'ai la liberté de faire comme je veux, quand je veux, où je veux. Ce sont des raccourcis. Et l'éviction de la mort aussi du champ social. Donc la finitude fait partie de la vie. Et là, je peux témoigner en tant que médecin qui a accompagné des milliers de malades que quand on est malade, on ne réagit pas du tout comme quand on était bien portant. Beaucoup de bien portants disent « je veux contrôler ma mort, je veux l'euthanasie, moi je me suiciderai parce que je ne veux pas être malade ». Sauf que quand on est malade, on change son référentiel. On évolue dans ses limites. Et je ne suis pas du tout pour la douleur ou la souffrance. Évidemment que non. Toute ma vie, je me suis battu contre la douleur et je me suis battu pour que la souffrance soit le mieux prise en compte. Non, mais on évolue dans sa manière de vivre quand on est malade. Et du coup, l'euthanasie, c'est l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort de l'autre. C'est un tiers qui vous enlève la vie, que vous le demandiez ou pas, c'est encore un autre problème. Alors que le suicide, c'est se supprimer, se suicider. Donc, prenons un exemple clair, en Europe, la Belgique, c'est l'euthanasie, la Suisse, c'est le suicide assisté. C'est deux mondes complètement différents. D'ailleurs, en Suisse, il n'y a aucune loi pour le suicide assisté. C'est juste une tolérance, une exception au code pénal. L'euthanasie y est toujours interdite en Suisse. Là, on entend des confusions absolument partout. Lynn Renault confond sans arrêt euthanasie et suicide assisté, par exemple, comme beaucoup de députés. Il y a un député quand même en 2021 qui a eu son heure de gloire. Il a voté pour la dépénalisation de l'euthanasie et du suicide assisté dans le projet de loi Falorni pour dire après dans l'interview « Ah, mais si j'avais su que c'était pour l'euthanasie, jamais j'aurais voté ce projet de loi. » Vous voyez, même au plus haut niveau de l'État, beaucoup de gens ne connaissent pas les différences. Donc, finitude. L'euthanasie, c'est un tiers qui vous supprime. Le suicide assisté, c'est je me suicide et éventuellement j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que j'y arrive pas tout seul. Mais sur le plan pénal, sur le plan éthique, sur le plan de la responsabilité, euthanasie et suicide assisté sont complètement différents. Est-ce que finalement on se dit quelque part, si on est un peu cynique, on se dit à un patient qui est en fin de vie, qui veut mourir et qui réclame par exemple une euthanasie, pourquoi il ne se suicide pas ? Alors, oui, bien sûr, mais sauf que le suicide est politiquement incorrect, humainement extrêmement difficile, et pas toujours techniquement facile à faire. Mais vous venez d'employer une expression très intéressante, qui veut mourir. Attention, il va mourir ou il veut mourir.
Et là, je reprends un des mots très très fins de Jean Leonetti qui disait « La loi Claes-Leonetti, comme la loi Leonetti d'ailleurs, ces 2 lois très importantes et très bien faites, sont pour les gens qui vont mourir, pas pour les gens qui veulent mourir. » C'est-à-dire que quand vous êtes malade, l'immense majorité des gens malades ne demandent jamais ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Il faut quand même arrêter de déformer les choses. Quand on entend les médias, on a l'impression qu'il n'y a que des malades qui demandent l'euthanasie et le suicide assisté. Non, il y en a qui aimeraient bien guérir aussi. D'abord, tout le monde aimerait guérir. Et ensuite, la proportion est infime. On est sur quelques pourcents de patients. Parce que là aussi, il faudrait parler des chiffres, mais je ne vais pas donner des mauvaises nouvelles, surtout en ces temps de Covid. Mais il y a 610 000 morts par an en France. C'est-à-dire que ça représente, et ça, nos hommes politiques ne l'ont jamais rappelé, le Conseil scientifique Covid ne l'a jamais rappelé, il y a 2000 morts par jour en hiver, tous les jours, d'autres causes que le Covid, 2000 personnes, et 1000 en été. Un petit peu moins en intersaison. Mais c'est très important de rappeler ça. C'est-à-dire que sur actuellement, nous sommes au mois de mai, il y a à peu près 1500 morts par jour en France. Plus, j'ai entendu ça ce matin, 90 Covid, qui nous attriste. Mais ce n'est que 90 par rapport aux 1500 dont personne ne parle aujourd'hui. Ces 1500 personnes, il est infime la proportion de gens qui demandent à raccourcir leur vie. Absolument infime. Car quand vous êtes bien accompagné, qu'on vous respecte, qu'on vous regarde dans les yeux en disant « Vous êtes mon frère en humanité, je suis là pour vous aider et je vais faire le maximum pour calmer votre douleur et prendre en compte votre souffrance », très peu de personnes demandent à raccourcir leur existence. Donc vous pointez là la nécessité d'être accompagné quand on s'avance vers cette mort, cette fatalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui le système médical est en adéquation avec ce que vous demandez ? Malheureusement, comme vous savez, le système médical a été très abîmé par beaucoup d'années de réformes plus ou moins efficaces. La médecine générale a été extrêmement abîmée par tous les gouvernements successifs. Le système hospitalier est en déroute pour de multiples raisons, ce qui fait qu'on manque de soignants, on manque de médecins. Actuellement, il y a des services de soins palliatifs, des grands services de soins palliatifs qui ont des unités entières de fermées. En province comme à Paris. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de soignants et tellement peu de médecins aussi, parce qu'il y a toute une génération, ma génération, là, nous partons tous à la retraite, et la relève n'est pas complètement assurée. Nous avons prévenu le gouvernement, il y a plusieurs années, qu'il y avait 350 postes vacants dans les années qui viennent pour le soin palliatif. Rien que pour le soin palliatif. Non, vous vous rendez compte de l'urgence absolue. Il y a beaucoup d'urgence dans notre société, je sais. Mais là, c'est une urgence qui concerne tout le monde. Il faut absolument qu'on organise les soins, la formation et la présence des soignants et des médecins pour qu'il y ait suffisamment de monde pour s'occuper de tous nos concitoyens qui arrivent à leur fin de vie naturelle tous les jours. Ça, c'est vraiment crucial. J'ai rencontré les responsables politiques quand je présidais le conseil scientifique du soin palliatif, par exemple. J'ai rencontré plusieurs responsables politiques. Ils ont du mal à être dans le réel. Ils ont du mal à nous entendre dire « Attendez, là, c'est pas seulement des chiffres, des indices et des statistiques, c'est une vraie réalité. » Les gens demandent à être accompagnés. D'ailleurs, dans les sondages bien faits, parce que vous savez que dans les sondages, quelquefois, on pose des questions d'une manière telle qu'on a la réponse qui est téléguidée. Les sondages bien faits, qui laissent vraiment une ouverture aux réponses, une écrasante majorité de Français, c'est-à-dire de 75%, leur première demande, c'est « je veux ne pas souffrir et être bien accompagné ». Et à peu près 25% disent d'emblée « si je suis malade, je veux pouvoir raccourcir ma vie comme je le décide ». C'est leur liberté. Mais une immense majorité de Français, leur première demande, c'est être soulagé, être accompagné, c'est-à-dire douleur, souffrance. Les deux choses qui nous ennuient quand nous sommes malades. Alors justement, c'est quelque part amusant, j'allais dire, parce que là encore, vous précisez avec ces sondages qu'il y a encore 25% de gens qui se disent favorables à raccourcir leur temps de vie, mais en même temps, on leur demande quand ils sont bien portants. Exactement. Vous savez, beaucoup de demandes d'euthanasie qu'on entend, ce sont des demandes de bien portants. Mais alors, je sais aussi, pour l'avoir fait toute ma vie, qu'il y a des malades très malades bien qui sûr. Demandent l'euthanasie. Énormément de malades ne demandent jamais rien. Parmi la proportion de ceux qui le demandent, quand ils sont bien accompagnés, bien calmés, beaucoup de demandes disparaissent. Il existe effectivement un petit noyau de personnes qui, pour des raisons philosophiques, personnelles, de conception de leur propre liberté, que je respecte, demandent à ne pas vouloir souffrir, voire même à ne pas être malade. C'est ce qu'on voit en Belgique, où là, évidemment, les autorités belges ne racontent pas tout à fait toutes les vraies réalités. En Belgique, quand vous êtes fatigué de vivre, ou que vous risquez d'être atteint par une maladie chronique, vous pouvez être euthanasié.
Et nous avons été interviewés des euthanasieurs belges qui nous ont confirmé qu'ils euthanasiaient des adolescents, des adultes, des gens avant qu'ils soient très malades, parce qu'ils ne voulaient pas être très malades. Ça, il faut bien se rendre compte, il faut que les auditeurs entendent que ça, c'est une rupture anthropologique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a entrouvert la porte sur, si la vie ne vous intéresse pas, non seulement on accepte de vous dire que votre vie n'est pas intéressante, mais en plus on va vous aider à vous euthanasier. Ou on va même vous suicider. Donc ça, c'est une rupture anthropologique fondamentale. Et on est assez stupéfait que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de journalistes, mais beaucoup de journalistes ne connaissent pas tout cela en fait, ne font que répéter des idées fausses comme 96% des Français sont pour l'euthanasie, ce qui est un mensonge absolu. Ça, c'est les sondages de l'ADMD, j'imagine. C'est un mensonge absolu. Aucun sondage n'a donné ces chiffres-là. Ils additionnent plein de réponses à des questions différentes pour arriver à ce chiffre. Donc, beaucoup de responsables politiques ne veulent pas entendre les vraies réalités de ce point de vue-là. Quand vous faites une entorse à un tabou, il n'y a plus de tabou. Le respect de la vie est fondamental, même si nous n'avons pas de solution toute faite pour des situations tragiques. J'ai dirigé un service qui était service de référence pour la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Donc je connais très très bien le sujet. Il y a très peu de patients atteints de maladie de Charcot qui demandent à raccourcir leur vie si ils sont minutieusement calmés et accompagnés. Malheureusement, ils n'ont pas tous cette possibilité-là, tellement le soin palliatif n'est pas assez développé en France. Alors justement, on l'a compris, vous êtes un spécialiste des soins palliatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités de ces services? Est-ce que les médecins sont recrutés différemment? Et quelle est la mission, j'allais dire, fondamentale, au-delà de l'aspect humain, qui est capital, dans cet accompagnement en fin de vie? Alors, c'est une question fondamentale, ça. Oui, dans un centre spécialisé de soins palliatifs, on fait tout ce qu'on peut pour recruter des personnes qui sont techniquement compétentes, qui connaissent le soin palliatif spécialisé. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout une sous-médecine, c'est une médecine extrêmement compliquée parce que les malades sont très altérés, ils ont souvent beaucoup de médicaments, ils ont plein d'organes qui défaillent les uns après les autres et ça rend le contrôle des symptômes très compliqué. Et puis surtout sur le plan humain, il faut accepter la confrontation à l'angoisse de mort. Il faut accepter la confrontation à l'angoisse du sujet. Et donc, dans mes cours à la faculté, il y a quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est soutenir le regard. Ce que vous faites en ce moment, madame la journaliste, pendant cette émission. Nous nous regardons d'un regard respectueux et c'est absolument crucial dans la relation. Un médecin qui ne regarde pas le patient quand il lui dit des choses importantes, c'est un médecin qui ne va peut-être pas pouvoir accompagner le malade jusqu'au bout. Soutenir le regard, c'est fondamental. Montrer à l'autre qu'il est un frère en humanité et que parce qu'il est mon frère en humanité et qu'il est dans la souffrance ou la douleur, ce qui n'est pas la même chose, je vais m'occuper de lui, faire le maximum pour qu'il puisse faire de son mieux. C'est une définition des soins palliatifs. Optimiser l'environnement du malade pour qu'il fasse de son mieux. Elle est géniale, cette définition, parce qu'elle est contextuelle. Chacun d'entre nous, nous avons des différences, nous avons des talents différents. Vous avez des gens qui sont très extravertis, d'autres plus silencieux, d'autres volontiers taciturnes, d'autres très joyeux. Ils vont arriver près de la fin de vie de manière différente. Et respecter l'autre tel qu'il est, optimiser l'environnement pour qu'il soit acteur de sa propre vie et qu'il fasse de son mieux jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on est recruté en soins palliatifs. Convaincu que la finitude est humaine et qu'on ne va pas être scandalisé par cette finitude, qui est un élément normal. Et puis deuxièmement, être extrêmement compétent sur le plan technique et humain pour accompagner et traiter les symptômes. Oui, il y a un profil particulier des soignants et des médecins qui travaillent en soins palliatifs spécialisés. On est beaucoup, par exemple, à faire un travail psychanalytique ou psychothérapique pour contrôler notre émotion, pour contrôler ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire quand un malade nous dit « Docteur, je n'en peux plus, aidez-moi », ça soulève beaucoup d'angoisse. Il faut savoir la gérer, cette angoisse. Et montrer au patient qu'il est une personne jusqu'au bout, qu'il y a toujours quelque chose à faire pour lui. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors, il y a un mot qu'on évoque très souvent quand on parle de fin de vie, c'est le mot de dignité. Quelle définition donneriez-vous? Alors, la dignité est intrinsèque, c'est-à-dire que la dignité, c'est un élément qui est lié au fait que nous sommes vivants. Je suis vivant, quel que soit l'état de mon corps, je suis digne. Là aussi, c'est une erreur qu'on entend souvent. Il est tétraplégique, il n'est plus digne. Mais bien sûr que non. Quel que soit l'état du patient, il est digne. Alors, certains font mauvais usage de leur dignité dans la vie. On ne citera pas de nom aujourd'hui. Mais nous sommes tous dignes, même si nous ne respectons pas la loi.
Et le patient qui est devant nous, il est digne même si son corps est altéré. Et d'ailleurs, mon regard, c'est Kant et Hegel qui ont dit ça il y a bien longtemps, mon regard potentialise sa dignité. C'est-à-dire que si je le regarde avec un regard respectueux et empathique, il peut comprendre que je suis au service de ce qu'il est et non pas dans un jugement. D'ailleurs, le professeur Eric Fiat, le grand philosophe, dit « il n'y a pas de dignitomètre ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil qui permet de dire « celui-là est moins digne qu'un autre ». Alors, petit, gros, dur, mou, blond, blanc, belge, japonais, aquitain, breton... non, on est tous dignes. On a des talents différents, on a des richesses différentes, on a des vulnérabilités différentes, mais nous sommes tous dignes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est le socle du soin. On a le sentiment souvent que la dignité est corrélée à la maîtrise de soi. Ah oui, mais ça, c'est contemporain. C'est la vision contemporaine de la dignité. Si je ne suis plus performant, si je ne suis pas sur TikTok, Facebook, Instagram et TikTok, je ne suis pas digne. Mais non, les réseaux dits sociaux sont une école de médiocrité de ce point de vue-là. Hein, respectons l'autre tel qu'il est sans raconter de fake news. Et vous allez voir déjà qu'on va se sentir mieux ensemble. Et la dignité de l'autre ne peut pas être asservie ni à l'état de son corps, ni à ce qu'il dit. La dignité, c'est intrinsèque. D'ailleurs, plus vous regardez quelqu'un de manière respectueuse, plus il peut se sentir digne d'être ce qu'il est et de nous parler de ses valeurs. Vous avez le sentiment que dans le corps médical, les choses évoluent dans le bon sens pour les soins palliatifs. Est-ce que vous avez l'impression que les patients sont mieux accompagnés par les praticiens de santé? Ou au contraire, est-ce que finalement... Parce que vous parliez tout à l'heure d'acharnement thérapeutique, mais qui décide de l'acharnement thérapeutique? Qui décide de mettre de situer une fin sur la chronologie? C'est les soignants, la plupart du temps, qui font cela. Est-ce que finalement, aussi, ne sont pas dans une tentation de tout maîtriser? Alors, la réponse est hétérogène. Il y a des avancées et des progrès, et puis il y a des zones du soin palliatif où on a parfois régressé. Il faut que les auditeurs sachent que pour décéder, il faut un corps altéré et un esprit qui lâche prise. C'est-à-dire que tant que vous ne lâchez pas prise, vous pouvez survivre avec un corps dans un état abracadabrantesque. Et moi qui suis spécialiste des situations extrêmes, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patients qui ont un corps très altéré, et qui survivent 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, parce qu'ils ne lâchent pas prise. Et ça, cette acceptation d'entendre chez l'autre son désir de vie jusqu'au bout est absolument surprenant. C'est une école d'humilité, s'occuper des patients en fin de vie, parce qu'ils nous montrent, ils nous font découvrir des territoires qu'on n'a pas prévu de découvrir. Il y a des patients qui sont altérés, qui continuent à dire des choses importantes à leurs proches ou à leurs chéris, d'une manière invraisemblable et prolongée. Et c'est eux qui sont responsables de ce désir de vie. C'est eux qui vivent jusqu'au bout. Et nous, on est là pour les laisser lâcher prise un jour. C'est pas nous qui décidons de leur fin de vie. C'est eux qui lâchent prise. Très important, ça. Dans ce livre, vous parlez souvent du fait qu'il n'y a pas uniquement les soignants, le mourant, j'allais dire, mais il y a également la famille. La famille a besoin d'un accompagnement et d'un encadrement. Bien sûr. Et la loi le prévoit très bien, d'ailleurs. La famille, c'est l'unité de soins du malade. Un malade à l'hôpital, il n'est pas dans Myosotis 4, chirurgie B ou médecine Nord. Il est dans son écosystème familial. C'est absolument crucial. Et il y a beaucoup de familles qui nous disent avoir tellement souffert de ne pas avoir été respectés, de ne pas avoir été écoutés, et on leur a donné des informations dans de mauvaises conditions, debout au milieu d'un couloir. Non, il faut s'asseoir pour parler. Et la famille, c'est l'écosystème. D'ailleurs, la loi prévoit qu'à tout moment, la famille doit être accompagnée, aidée, éclairée, qu'on leur donne les informations. Et la loi Claes-Leonetti renforce encore le rôle, par exemple, de la personne de confiance, qui doit être prévenue des tournants stratégiques, des décisions collégiales que l'on prend. Non, c'est vraiment très important. C'est prévu dans le code de déontologie, c'est prévu dans le code de santé publique. La famille est l'unité de soins du patient et doit être accompagnée, prise en compte et écoutée. D'ailleurs, beaucoup de familles continue à dire « mais il est mal, il est dans la souffrance, regardez, il ne va pas bien ». Et nous, on dit « non, non, c'est votre souffrance que vous projetez sur le malade. Il n'a pas de douleur ou très peu, on l'a bien calmé, il est bien détendu, il dort bien. Sa finitude vous est insupportable, ça on entend, et on va vous accompagner. Mais lui, d'ailleurs, souvent le malade ne dit pas autant de choses négatives que sa famille. C'est parce que la famille projette sur le patient des choses difficiles. Tout est possible, hélas, et je sais très bien qu'il y a des endroits où la famille n'est pas bien prise en compte. Je sais, j'en ai souffert suffisamment quand j'étais médecin.
On a le sentiment, et peut-être que vous allez dire le contraire, que les soins palliatifs, c'est forcément un voyage sans retour, qu'il n'y a pas de volonté curative, thérapeutique. Alors, c'est un voyage sans retour, c'est l'acceptation de la finitude. Oui, chacun d'entre nous, nous allons un jour être en fin de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de soins curatifs jusqu'au bout. Par exemple, si vous avez une infection, on va la traiter. Si vous vous cassez le fémur, j'ai travaillé en gériatrie pendant 25 ans, on va vous opérer de votre fémur pour continuer à s'occuper de vous. Il y a plein de choses de curatifs qui sont faites jusqu'au bout de la vie. Le soin palliatif, c'est pas l'abandon. C'est pas je tiens la main, j'attends que ça se passe et il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire pour l'autre. Très très important ça. Et alors, est-ce que parmi les choses qu'il faut faire pour l'autre, il n'y a pas aussi cette... On avait entendu Agnès Buzyn, qui a fait d'autres choses peut-être moins positives, mais qui parlait beaucoup de l'hospitalisation à domicile. Est-ce que c'est envisageable pour les patients en fin de vie? Alors, j'ai été 30 ans ancien médecin généraliste avant d'être expert hospitalier, et donc ça, je vous confirme que là aussi, il n'y a pas d'alternative à l'hospitalisation. C'est des alternatives aux soins à domicile dont il faut parler. Le creuset naturel des gens, c'est d'être chez eux s'ils sont suffisamment entourés. Mais la médecine générale est tellement abîmée en ce moment que c'est difficile. Mais il faut continuer à se battre parce que le soin à domicile, relayé, supporté par les équipes mobiles de soins palliatifs et par l'hospitalisation à domicile, qui est un formidable outil pour aider les gens à rester chez eux. Et là, on a énormément progressé en hospitalisation à domicile. Et ça me fait plaisir de dire qu'on a même créé des liens entre la Société de soins palliatifs et la Fédération des HAD pour améliorer les équipes d'HAD et pour renforcer encore le soin à domicile. C'est crucial. Alors, les politiques s'en sont aperçus récemment, mais simplement parce que les hôpitaux sont débordés. Parce que ça coûtait moins cher aussi. Et ça coûte moins cher. Mais l'outil soin à domicile, avec les médecins généralistes, quand ils acceptent de se former, parce que malheureusement, ils n'ont pas tous été formés à la faculté sur les soins palliatifs, quand ils acceptent de se former, quand ils acceptent de travailler en lien avec les équipes mobiles de soins palliatifs, qui se déplacent à domicile ou dans les maisons de retraite, et l'hospitalisation à domicile, qui est un levier formidable de qualité, on peut faire de grandes choses à domicile. D'ailleurs, des grosses hospitalisations à domicile d'Île-de-France publient cette année une étude formidable qui montre comment, justement, en calmant mieux la douleur, les malades sont mieux accompagnés à domicile et les familles souffrent moins de cette situation. Alors justement, quelles sont ces prises en charge à domicile? Parce que forcément, on imagine qu'un malade en fin de vie a besoin de beaucoup d'encadrement. Comment on fait si finalement on a un proche en fin de vie et qu'on vit avec lui sous le même toit? Il faut absolument exiger de son médecin généraliste qu'il fasse des liens avec les équipes mobiles ou l'hospitalisation à domicile. Parce que je rappelle que l'hospitalisation à domicile peut être déclenchée même sans passer par l'hôpital. C'est Kouchner qui avait modifié la loi il y a bien longtemps et on n'est pas obligé d'être hospitalisé pour avoir accès à l'hospitalisation à domicile. N'importe quel généraliste peut déclencher l'hospitalisation à domicile. Il y a une évaluation de l'équipe qui vient à domicile et qui met en place des stratégies thérapeutiques, des traitements pour la douleur et la souffrance, une organisation du domicile avec un lit électrique peut-être, un lit de soins, etc. Et il y a des passages réguliers. Alors, l'hospitalisation à domicile ne fait pas tout. C'est pas une présence continue à domicile, bien sûr que non. Mais c'est vraiment un outil qui permet de garder plus de patients compliqués à domicile. Avec les médecins généralistes qui, ne l'oublions pas, sont les piliers de ce soin à domicile. Et dans cette organisation, comment peuvent s'insérer les aidants, les fameux aidants dont on parle maintenant? Les aidants, vous savez, c'est la psychanalyse qui a appris que la place du père était laissée par la mère auprès de l'enfant. Eh bien, la place des aidants est laissée par les soignants. Il faut que les soignants prennent en compte ces aidants, leur parlent, les accompagnent et leur laissent l'architecture du soin à domicile pour que les aidants gardent toutes leurs fonctions jusqu'au bout de la vie du patient. Finalement, si on vous suit, docteur, si on améliore la fin de vie, la prise en charge, la diminution de la souffrance, de la douleur, plus personne ne réclamera une euthanasie. Si, encore quelques-uns, mais pas suffisamment pour changer la loi, évidemment. Ça, c'est aussi une grande confusion qu'on entend beaucoup. On ne va pas changer la loi pour 1 ou 2% de situations. Il va peut-être falloir créer des exceptions et la société a tellement envie de dépénaliser quelque chose là-dessus qu'on arrivera peut-être au suicide assisté. C'est la solution qui semble la moins barbare par rapport à l'euthanasie, puisque les dérives des pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, le Canada, la Belgique, ne parlons pas de la Hollande, ou en Hollande, quand vous êtes fatigué de vivre, vous pouvez être euthanasié, même si vous n'avez pas de maladie. Donc on voit bien que c'est une porte ouverte à des dérives et à des abus de toutes sortes. Au Canada, ils préparent encore une modification de la loi pour 2023 où ils vont encore élargir les possibilités de l'euthanasie. Donc oui, c'est vraiment très important de se centrer sur le respect de l'autre, sa douleur et sa souffrance. Très peu de patients demandent à raccourcir leur vie. Il faut continuer peut-être à
travailler ensemble avec les tutelles, les experts en soins palliatifs pour trouver des solutions pour les maladies chroniques, pour la maladie de Charcot. Peut-être qu'il faut inventer des solutions qui n'existent pas encore, mais vraiment l'immense majorité des patients sont parfaitement pris en compte par les lois actuelles. Et tourner donc le fameux progrès dans l'accompagnement. Toute évolution n'est pas un progrès, disait Patrick Baudry, professeur de sociologie. Toute évolution n'est pas un progrès. Et on sent bien, il y a une espèce d'acharnement là, médiatique. Il faut progresser, il faut changer les choses. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas changer parce qu'elles sont bonnes. Et il faut avoir des arguments pour changer. Je suis un homme de progrès. Toute ma vie, j'ai fait progresser le soin palliatif, la technique antalgique, etc. Mais toujours avec des justifications. Toute évolution n'est pas un progrès. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle à nos téléspectateurs, Fin de vie, peut-on choisir sa mort? Avec un sous-titre, l'euthanasie n'est pas la solution. C'est aux éditions Artege. Et bien entendu, c'est disponible sur la boutique de tvliberté.com. Merci à tous.